Je me suis rarement senti vraiment handicapé, bon, sauf quand on est dans la rue, quand je marche vraiment vite et que je me prends, si je suis seul, un truc, un rétroviseur de camion ou un poteau, un truc comme ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on est plus fort que ces objets-là. Et ce qu'il faut, c'est quand on prend un coup, c'est continuer à avancer coûte que coûte parce qu'on doit montrer à ce moment-là à soi-même que l'on est beaucoup plus fort que la peine qu'on vient de ressentir ou que le mal physique qu'on vient de ressentir. C'est pas grave. Gilbert Montagnier, bonjour. Mais bonjour tout le monde. Gilbert, vous êtes actuellement en pleine promotion pour votre album qui est sorti déjà depuis quelques mois. Quelques semaines, on va dire, parce qu'il est sorti en fait en décembre. L'album s'appelle Get Ready. C'est un album, Jean-Jacques, il faut que je vous raconte quand même, c'est un album qui est entièrement consacré à la soul music, qui est une racine importante dans ma vie. Depuis l'âge de 12-13 ans, j'ai été bercé dans la soul music et j'ai vraiment voulu, il y avait longtemps que je voulais faire un album comme ça et c'est pour ça qu'il y a 13 titres sur l'album, des 13 premières chansons qui ont marqué, qui ont consolidé mon envie d'essayer de faire une carrière. Dont certaines avaient déjà été reprises par d'autres artistes, je pense à You Keep Me Hanging On. Ah oui, bien sûr. Martin Wilde, The Rolling Stones, George Michael l'avait reprise aussi. Ah bah absolument, comment est-ce possible le contraire, dans le sens où c'est tellement des chefs-d'œuvre extraordinaires. Mais pour tout vous dire, j'ai jamais pensé à ça comme ça quand j'ai eu envie de le faire. Ça m'a vraiment même pas traversé l'esprit. Moi, l'important c'était que je le fasse. C'était la première fois où je mettais ces chansons sur lesquelles moi je chantais quand j'étais môme, que j'allais en métro. Il y avait un magasin qui s'appelait Lido Musique sur les Champs-Élysées. Ouais. Donc moi j'habitais métro Jourdain, près de métro Pyrénées. Donc je prenais mon métro seul, je changeais 2 fois, c'était un peu galère. J'arrivais sur les champs, il fallait que je trouve le magasin et j'y allais. Et puis je me ramenais le disque qui coûtait à l'époque 6,50 francs en import. Ouais. Et je m'écoutais ça à la maison. Et pour moi, ça a été merveilleux de justement ces mêmes chansons que j'écoutais quand j'étais enfant, et puis que je sautais dessus, je dansais dessus, de les enregistrer. Ça a été une expérience. Et puisqu'on est par le truchement du net, il faut que je vous raconte que cet album, je l'ai fait entre le Canada, l'Amérique du Nord et l'Europe, puisque quand on a travaillé sur cet album en été, moi j'étais en tournée ici en France et donc je ne pouvais pas être physiquement présent là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors j'ai une fantastique équipe qui était dirigée par Jean-Pierre Isaac et René Grignon à Montréal et que je supervisais minute par minute à travers un logiciel fantastique que vous connaissez tous qui s'appelle Skype. Bien sûr. Et j'étais de minute en minute avec eux. J'ai même dirigé une séance de cordes. Il y avait à peu près une vingtaine de cordes. Pour ceux qui ne savent pas, les cordes, c'est des violons. Non, mais voilà, il faut le préciser, bien sûr. Et j'étais en direct avec les musiciens. Et eux-mêmes, en Amérique du Nord, étaient très étonnés de travailler comme ça. C'était la première fois. Et puis j'ai chanté, pas par téléphone que nous entendons maintenant, mais j'ai chanté directement à Paris. On a fait ça vraiment en tout petit comité, j'ai voulu que ça soit très intime, que personne ne sache d'ailleurs. Il y avait mon fils Eric qui a été mon ingénieur. Qui avait déjà travaillé sur votre album précédent? Oui, mais là il a vraiment pleinement travaillé puisqu'il a fait toutes les prises de son et il n'y avait que nous deux. Et j'envoyais ça en fichier FTP, donc non compressé. Et puis 10 minutes après, ils avaient les voix et j'ai supervisé les mix. De cette façon-là, ça a été mixé là-bas, mais avec moi, jour et nuit, on était en contact, minute par minute, par le net. Alors, il y a un avantage pour moi, c'est que, en étant non-voyant, j'ai pas le parasite de la personne que l'on ne voit pas, qui n'est pas à côté, qui est pas... Par exemple, je suis en train de vous parler à vous tous, et vous toutes surtout, et pour moi, je suis avec vous. C'est-à-dire que je ne sais pas qui est en train de me regarder ou qui est en train de m'écouter,
mais j'anticipe le même plaisir que vous prendrez, j'espère, qui est le même plaisir à travers lequel je vous parle maintenant. Est-ce que vous n'avez pas eu peur, avant de faire cet album, que les médias le rejettent? Parce qu'on est quand même habitué depuis quelques années à avoir des chansons de variété française. De vous, vous êtes catalogué comme artiste de variété française. Est-ce que vous n'avez pas eu peur que les médias le rejettent ou que le public soit surpris? Est-ce qu'il n'y a pas eu une crainte à ce niveau-là? Non, j'ai pas de crainte du tout. J'ai pas eu peur non plus, dans le sens où ce qui était important, vous savez, moi, ce qui est important pour moi, c'est de me regarder dans mon miroir personnel et d'être d'accord avec le miroir. Donc, je devais faire cet album et je l'ai fait. Maintenant, quant au rejet des médias, ce serait pas la première fois, donc c'est pas grave. Vous savez, une carrière, on a énormément de joie, des joies incommensurables, et puis on a aussi des peines incommensurables. Mais c'est obligé qu'on prenne les deux. On ne peut pas dire non, moi je prends que le bon côté des choses. Non, pas du tout. Mais c'est tellement merveilleux que malgré tout, ça vaut tellement la peine. Et là, alors avec cet album, moi je me suis vraiment fait plaisir et je sais que ceux qui l'écoutent, eh bien ça leur fait le même plaisir. Je ne vous ai pas dit qu'il y a une chanson en français dans cet album qui s'appelle Cette musique-là, qui raconte à peu près tout ce que je viens de vous raconter maintenant. Le texte a été merveilleusement écrit par mon ami Thierry Sforza, à qui j'ai fait comme à vous, Jean-Jacques, j'ai raconté un peu tout ça. Et il l'a très bien traduit. Et moi, je suis vraiment ravi d'avoir fait cet album. Et on commence maintenant à jouer avec mes musiciens, que j'embrasse d'ailleurs. On joue sur scène et on a beaucoup de fun à faire ça. Alors l'album précédent, lors de l'album précédent, lorsqu'on s'était rencontrés, vous m'aviez dit que c'était difficile d'imposer de nouvelles chansons parce que, encore une fois pour les médias, vous étiez le chanteur de On va s'aimer, J'ai le blues de toi, Les Sunlight Tropiques, et qu'il était difficile d'imposer de nouvelles chansons. Ça a été le cas aussi avec ce nouvel album? Ouais, non, parce que c'est un registre différent, mais il faut toujours se battre, il faut toujours appuyer. On a commencé vraiment la promo à partir du 15 janvier et là ça commence à bien se passer, vraiment ça fait plaisir. Mais c'est vrai que quand on a la chance d'avoir des chansons qui, bon, croyez-moi, je le dis sans aucune présomptuosité de ma part, mais il faut quand même être réaliste, c'est des chansons qui sont devenues des standards. Donc évidemment on a le contre-coup qui est que des fois, dans certaines radios, on vous dit « Mais écoute, de quoi tu te plains, Gilbert? On joue tes standards tous les jours, qu'est-ce que tu veux de plus ?» Bon, ben non, moi, c'est important quand on fait quelque chose de nouveau, que les gens aient la possibilité de l'entendre. C'est très important. Mais c'est pas frustrant de se voir amener continuellement 20 ans en arrière lors de cet album qui est culte véritablement. On le chante partout, dans les mariages, dans les anniversaires, bien sûr. Dans la radio toute la journée. Non, c'est pas frustrant du tout, dans le sens où je pense qu'on doit aussi avoir conscience de ce qu'on a traversé, de ce qu'on traverse et de ce qu'on fait. Dans le sens où, non, moi je dis merci à la vie, merci au public de m'avoir ramené là où je suis. Dans le sens où c'est grâce au public. Hein. Des fois, il y a des collègues qui font métier public et puis on dirait qu'ils n'aiment pas le côté public de leur métier. Et ça m'ennuie beaucoup. Je trouve que on doit être toujours... Alors, bon, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit non, quand on chante, quand on est, entre guillemets, connu, ce qu'on veut, on doit pas être palpable et tout ça. Et moi, je n'adhère pas à cette école-là parce que pour moi, le public et la musique et la vie, c'est trois choses complètement liées. Donc vous ne partagez pas en fait l'optique d'une carrière et d'un comportement comme celui de Mylène Farmer qui se coupe complètement, qui veut apparaître comme une icône. Vous ne pourriez pas faire ça, vous? Moi, je cite personne, mais moi, ça ne me va pas, moi, ça. Moi je suis public 16 h sur 24 et plus, et j'ai beaucoup de plaisir à l'être. Je pense que je ne peux pas dissocier ma vie de ma vie publique parce que c'est pareil, c'est la même dans le sens où je ne sais pas être un autre personnage. Il y a des gens qui savent faire ça, moi je ne sais pas le faire et j'ai pas envie d'apprendre non plus d'ailleurs. Donc l'important, encore une fois, c'est son miroir personnel et moi je me sens mieux comme ça.
Justement, vous évoquez le fait d'être sollicité en fait par le public. Lorsque vous sortez dans la rue, on vous dit quoi? On vous aborde de quelle manière? De façon gentille, spontanée? C'est génial, c'est extraordinaire. Moi, ça n'a jamais été lourd, jamais. Parfois? Jamais. Jamais. Ce qui est dangereux, c'est bien sûr les grandes foules à la sortie des concerts, des choses comme ça. Des fois, ça peut être un peu mouvementé, mais bon, à ce moment-là, j'ai ma sécurité qui est là, qui filtre un peu tout ça. Mais sinon, non, moi, les gens ont toujours été adorables avec moi. Je ne touche pas de bois parce que j'en ai pas dans les mains, mais je n'ai jamais eu de mauvais feeling avec personne. J'ai beaucoup de plaisir à avoir des témoignages tout le temps, partout. Vous avez des fidèles qui vous suivent depuis des années, que vous connaissez? Bien sûr, bien sûr. Puis j'en ai plein que je connais pas. Vous savez, c'est des petites choses qui peuvent paraître insignifiantes, mais enfin pour moi ça me touche au plus profond de mon âme. Quand je suis dans la rue et quand j'entends les gens passer en voiture et qui à travers la vitre ouverte me disent, me crient bonjour Gilbert ou un truc, ben, le petit gars de Ménilmontant que je suis toujours est toujours très sensible à ça. On ne devient pas blasé à force parce que ça fait des années que vous entendez ça. Grâce à Dieu, je ne suis jamais blasé de ça. J'aimerais pas l'être parce que ça serait pas bon pour ma santé mentale. Non, non, non. Par contre, ce qui est vrai, j'ai pas peur de le dire non plus, c'est que quand on va des fois dans des endroits loin où on n'est pas forcément connu, je prétends pas être connu dans le monde entier, mais c'est pas grave, moi je me connais pas mal. Eh bien, on a souvent l'impression les mêmes phénomènes, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on est journellement à l'extérieur et quand on entend même des gens qui murmurent l'un à l'autre, ah t'as vu c'est Gilbert, t'as vu c'est, ça fait quelque chose dans la tête. Et c'est vrai que ça c'est sûr que ça ne laisse pas indemne non plus, mais quelle merveille. Moi j'ai beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Quelle est la chose qui vous a le plus ému par rapport à un témoignage ou par rapport à un comportement je crois que une des choses qui émeut très fort toujours un artiste, en tout cas moi, à part le public en général, ce qui bouleverse déjà à chaque fois sur scène, mais c'est quand quelqu'un est en situation de fin de vie et qu'il vous appelle ou qu'elle vous appelle et que vous pouvez répondre à cet appel. C'est arrivé souvent? C'est arrivé, oui. Et je trouve que c'est l'une des plus belles récompenses que l'on reçoit. C'est plus fort que les disques d'or, ça. Et vous semblez particulièrement très fort dans ces moments-là. Je me rappelle avoir lu que vous avez été au chevet de C. Jérôme et qu'il vous aurait dit, c'est du moins ce que j'ai eu dans la presse à l'époque, Gilbert, je ne te vois même plus. Et vous lui aurez répondu, mais moi non plus. Ouais. C'est vrai. Bah oui, parce je crois qu'il faut tout prendre avec un trait d'humour. Dans le sens... Il faut pouvoir dans des moments dramatiques. Ben oui, mais dans le drame, il ne faut pas en rajouter, je crois. Et ce mec-là était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et puis, vous savez, quand on est en phase de fin de vie, le côté paillette, ça n'existe plus. On vient voir quelqu'un qui est dans un lit et qui ne va pas bien du tout. Donc je pense que... Vous avez toujours été conscient de ça? Toujours. Même au grand moment de votre carrière, oui. Vous ne vous êtes jamais laissé éblouir par le côté paillette? Non. Non. Parce que je pense qu'en étant aveugle, on est un peu à l'abri de ça. En tout cas, moi, je me suis... Non, ça m'a jamais... Attendez, je dis pas que j'apprécie pas le fait qu'être public, ça a aussi beaucoup d'avantages. Bien sûr, c'est merveilleux quand même, c'est sympa. Mais je crois que je suis assez près de la vraie vie. C'est pourquoi j'aime aller à la campagne, dans mon Bourbonnais. Bourbonnais, c'est dans l'Allier, dans le centre de la France. C'est extraordinaire, quoi. C'est un département qui est merveilleux. Il y a des oiseaux fantastiques qui chantent pour rien.
Hein, ils ne demandent pas de cachet, les oiseaux, ils chantent, c'est naturel. Et puis de se balader dans la forêt, de se balader... Non, j'aime bien, comme à Paris, il m'arrive très souvent de prendre ma canne, que j'appelle ma baguette magique, et d'aller me balader seul, parce que j'aime bien. Et ça ne me fait pas peur du tout. Alors vous êtes très médiatique, on vous voit depuis très longtemps à la télévision, mais on vous connaît assez peu finalement, notamment dans ce qui fait le quotidien, ce qui peut faire votre personnalité. Ouais. Vous vous voyez comment au niveau de votre caractère? Mon caractère, je crois que j'aime énormément la vie, Oui, sous toutes ses on formes. peut le deviner. J'aime bien, je suis assez épicurien, j'aime bien... Je trouve que c'est important vaut mieux boire un verre d'eau qu'un mauvais vin. Maintenant, si le vin est bon, c'est mieux. On peut s'en priver. Mais je crois que moi, j'aime faire des choses simples. J'aime jouer au baby-foot. J'adore ça. Je suis assez un dingue d'Internet, qui m'a ouvert beaucoup de portes, comme à beaucoup de gens. Absolument. Notamment dans la communauté des non-voyants, bien que le matériel est encore très cher. Et ça, c'est pas normal. Par exemple, j'ai grande soif que dans tous les ordinateurs, et c'est pas loin de se faire, dans tous les ordinateurs, il y ait le logiciel vocal qui nous permette de naviguer à nous, mais qui vienne d'emblée avec, au lieu qu'on ait à payer des sommes extraordinaires, pratiquement à peu près pareil que pour un ordinateur, pour avoir le vocal, pour pouvoir naviguer dedans. Et je trouve que c'est un scandale, c'est pas normal. Alors c'est vrai que c'est bien, vous vous battez toujours pour les non-voyants, vous vous considérez comme un représentant majeur de leur cause. Pour les gens de ma communauté qui sont des gens handicapés, mais qu'il ne faut pas surhandicaper. Parce que moi j'ai du mal à dire que c'est des gens handicapés, moi, je me suis rarement senti vraiment handicapé, sauf quand on est dans la rue, quand je marche vraiment vite et que je me prends, si je suis seul, un truc, un rétroviseur de camion ou un poteau, un truc comme ça, mais c'est pas grave parce qu'on est plus fort que ces objets-là. Et ce qu'il faut, c'est quand on prend un coup, c'est continuer à avancer coûte que coûte, parce qu'on doit montrer à ce moment-là à soi-même que l'on est beaucoup plus fort que la peine qu'on vient de ressentir ou que le mal physique qu'on vient de ressentir. C'est pas grave. Cet optimisme effréné, qu'est-ce qui pourrait le contrer? Absolument rien. Absolument rien. Dans le sens où, même à la fin de ma vie terrestre, je considère que ça ne sera pas la fin de ma vie. Pour moi, la vie ne s'arrête pas à celle-ci. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? C'est une foi personnelle ou c'est une... Écoutez, c'est quelque chose que je vous avez ressens acquis intrinsèquement au fond de moi. C'est-à-dire que je pense qu'après ce passage sur Terre, il doit y avoir quelque chose d'encore plus beau. J'espère bien. Hein. Parce que ça ne doit pas être mal quand même, parce que personne n'est jamais revenu pour se plaindre, donc ça se trouve, c'est ça, quoi. Mais non, je pense, je crois très fort à la force de l'esprit. Vous voyez, je dis souvent une chose, mais je la répète, c'est que moi, on me demande des fois comment je visualise quelqu'un, comment je m'imagine quelqu'un, comment... Moi, je dis que je regarde d'abord l'intérieur, avant de toucher l'extérieur. Ce qui m'intéresse plus chez quelqu'un, c'est l'intérieur, c'est la lettre. Et après, je regarde l'enveloppe. Et comment vous arrivez à appréhender l'intérieur? Il n'y a aucun problème avec ça. C'est-à-dire que c'est très naturel. En se concentrant envers la personne à qui je parle. Et ça, c'est très important pour moi. Je donne autant d'importance à chaque personne que je rencontre. C'est pas parce que quelqu'un va être entre guillemets médiatique ou connu que ça va avoir plus d'importance à mes yeux. Non. Au contraire, j'aurais tendance à, m'intéresser plus à des gens qui sont anonymes. Parce que de toutes les façons, je pense qu'on est tous à la fois et anonymes et publics. Dans le sens où si on croit au grand livre de la vie, et si on pense que chaque nom y est gravé, on est tous connus. C'est cool. Oui. Moi je crois ça. Alors l'amitié, j'aimerais savoir quelle place tient l'amitié dans votre vie. Bon, je suppose que vous avez des copains, comme vous disiez, peut-être éventuellement connus, très connus, d'autres moins. Est-ce que vous avez été déçu par des gens connus, par des gens du show business? Et quel rapport vous entretenez avec ces gens-là? Est-ce que vous avez conscience que c'est
parfois, souvent, je dirais même plutôt artificielle, superficielle? Non, mais encore une fois, moi l'important c'est pas qu'ils soient dans le show business ou pas, c'est qui ils sont, quel genre de personne c'est. Et je pense que déçu, non, je marche pas trop dans ce truc-là, la déception, ça sert à pas grand-chose. L'amertume n'est pas votre meilleure Ça sert à rien du tout. Je pense qu'il faut savoir se protéger par contre, et on ne vous fait le mal que vous laissez faire. Moi, j'ai appris à me protéger, et je suis aussi ouvert que je peux être fermé, quoi. J'ai les deux modèles en magasin. Et vous sortez le plus souvent lequel? Je sors rien du tout, je garde tout à l'intérieur. Mais je sais très bien me protéger tout seul. Quel genre de père vous avez été? Un père autoritaire, plutôt cool, entre les deux? Un peu des deux, parce que je sais que je suis assez autoritaire. Je le sais, je le reconnais maintenant. Mais c'est pas agressif, c'est pour essayer de faire le mieux possible pour ses enfants, mais c'est très difficile dans le sens où les enfants sont des êtres à part, comme nous tous, et on ne peut pas vivre leur vie à leur place. Alors il faut à la fois les guider, mais comprendre qu'ils veulent aller des fois dans des sentiers où vous ne voulez pas les suivre. Alors c'est très délicat, mais je pense que j'ai été un père attentif, pas mal absent aussi, parce qu'on a des métiers, c'est le revers ça, on a des métiers où on est souvent absent, bien sûr. Oui, évidemment. Mais en tout cas, quand j'ai été là, je sais que j'ai été très présent, mes enfants, quand ils étaient petits, par exemple, tous les soirs, je leur racontais des histoires que j'inventais sur le moment, que je créais sur le moment. Ce qui était le plus difficile, c'était que le lendemain, il fallait que ça suive, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit la même histoire qui se continue, parce qu'ils avaient aimé ça. Épisode, ouais. Voilà. Mais j'ai aimé ça. Je crois que tout adulte qui oublie qu'il est d'abord un enfant, c'est-à-dire que sa racine commence par avoir été un enfant, est un adulte qui n'a pas compris grand-chose de la vie, parce que il faut absolument garder ce côté étonnement, ce côté émerveillement possible, ce côté croire au possible. Croire au possible, c'est capital. Croire au possible, c'est absolument capital. C'est très anglo-saxon comme philosophie de vie. Oh, vous savez, je crois que ça n'a pas de barrière, ça n'a pas de frontière, ça. Croire au possible. Moi, je crois au possible. Parce que c'est impossible de ne pas y croire. Est-ce que le fait d'être non-voyant n'est pas handicapant pour exercer son autorité en tant que père? Non, pas du tout. À partir du moment où quand on sait très bien qu'on est non-voyant, donc peut-être que justement on est un peu plus autoritaire. Ce qui est difficile, c'est quand on est avec un enfant, avec son enfant, et qu'il est physiquement un peu loin, c'est-à-dire dans un parc, dans un jardin. On a peur de pas assurer à 100%, quoi. Je veux dire, c'est vrai. Ça, c'est sûr que vous avez quelque chose que l'on n'a pas, c'est que vous pouvez voir la personne de loin. Et nous, évidemment, on ne peut pas faire ça. J'ai appris à reconnaître ça. Mais on a aussi beaucoup de choses que vous n'avez pas. Comme comme d'abord, je crois que je ne veux pas tout divulguer, et puis comme des ressources intérieures qu'on a dû se fabriquer. Enfin, moi, je me rends compte que je suis né prématuré, ok, à 5 mois et demi, et je me rends compte que j'ai toujours eu envie de... J'ai eu jusqu'à arriver à terme, j'étais donc en couveuse, j'ai eu vraiment envie de vivre. Et que si je n'avais pas eu envie de me battre, je n'aurais pas survécu. Parce que à l'époque, c'était une naissance difficile, je pesais 950 grammes, et à l'époque, c'était délicat, en fin 51. Et je viens d'avoir 55 ans, j'aime bien le chiffre 55, j'aime bien, ça va bien. Alors, hormis la musique, quels sont vos centres d'intérêt? Vous intéressez à quoi? Hormis la musique, j'adore regarder sur internet les radios, les télévisions.
avoir les mêmes sources d'informations que je n'avais pas avant, les high-tech, regarder les liens high-tech, les nouveautés tous les jours, je vais regarder les nouveautés sur les télécommunications, l'internet, le haut débit, c'est fascinant. Et puis aussi la gastronomie, ça m'intéresse beaucoup. En tant qu'épicurien, oui. Ouais, j'aime bien aller checker les menus des restaurants, les vins, apprendre le vin. Alors le vin, c'est une chose qui est comme la musique, ça s'apprend, on n'arrête jamais d'apprendre, moi je suis toujours en apprentissage, mais c'est assez fascinant quoi, d'apprendre la symphonie des notes sur les papilles. Ça, j'aime bien penser à ça. Ça me plaît bien. C'est peut-être parce que je suis né à la maison sur la table de la cuisine. Ça se trouve. C'est possible. Ça se trouve, il y a un rapport. Alors l'actualité majeure en France, c'est l'élection présidentielle. Vous suivez ça? Oui. Vous vous y intéressez? Je m'y intéresse. Je déplore le fait qu'en 2007, quelqu'un de déficient visuel est toujours pas apte à voter avec 100% d'autonomie. Je dis que c'est une honte à la démocratie et qu'on n'est pas des légumes et moi j'ai pas besoin qu'on me mette le bulletin dans la main en me disant tiens mon petit gars, ça c'est tel bulletin et ça c'est tel bulletin. Je sais lire, j'ai mes sources d'information, donc je demande instamment qu'on puisse voter tous électroniquement, ce qui mettrait tout le monde sur le même pied d'égalité puisqu'il serait une énorme économie budgétaire pour le pays, c'est-à-dire une économie de papier et puis écologiquement ce serait tellement plus intelligent que tout ce papier qui sert à rien. Alors je sais, je vous entends certains parler de oui mais c'est dangereux, vote électronique, il y a des fraudes. Ouais, ben, c'est vrai, bien sûr qu'il peut y avoir des fraudes, mais enfin, est-ce qu'il y aura plus de fraudes que les morts qu'on a fait voter ici ou là? Je suis pas sûr. Donc non, moi je crois qu'il faut qu'on puisse voter tous sur le même pied d'égalité. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai pris ma carte d'électeur, je ne l'avais jamais prise. Et je l'ai pris justement pour me donner le droit de l'ouvrir un peu plus sur ce sujet et pour pas que des méchantes langues me disent que j'aurais quand même pu prendre ma carte d'électeur. J'ai pris ma carte d'électeur et comme ça je pourrais voter et malheureusement déplorer le fait que je ne puisse pas voter électroniquement 100% autonome. Vous avez pensé à vous engager publiquement ou pas? Mais est-ce qu'on n'est pas tous engagés de toute façon? Enfin, mais peut-être qu'un jour on aura des nouvelles sur ce sujet, ouais. C'est possible. D'ici la fin de la campagne, éventuellement ou pas? Écoutez, vivons la vie chaque jour pour ce qu'elle est, puis on verra bien. J'aimerais maintenant qu'on parle de votre épouse, qui est quand même un grand soutien, et puis une femme très gentille, qui apparemment est appréciée de tout le monde. Je n'ai que de bons échos, c'est pas pour flatter ni pour que ce soit, mais ça me semble un état de fait. Quelqu'un de qualité. Mais on se soutient mutuellement, hein. Faut pas croire que je la soutiens pas non plus. Ah bon, ça peut arriver? Évidemment. Dans quelles circonstances, par exemple? Elle doit être découragée par... Mais non, mais dans toutes circonstances. Quand on vit avec quelqu'un que l'on aime, on la soutient, on la protège. C'est le... Alors voilà, c'est un petit peu mon côté mec. C'est vrai, c'est vrai quand même, je veux dire. Ouais. Et au niveau du métier, votre femme a été très bien acceptée, sans aucun problème? Vous n'avez pas été déçu par les réactions de certaines personnes au démarrage? Non, et ça c'est très difficile parce que quand on est la femme d'un artiste, c'est très difficile à être perçu. C'est-à-dire à ce qu'on fasse la différence entre la femme d'eux et puis la personne qui gère les concerts. Et jusqu'en télévision, enfin ça se passe très 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 bien. Vraiment, mais elle le mérite parce que quelqu'un qui a une très bonne personnalité et beaucoup de talent intérieur. Vous avez même chanté ensemble en 98? Ah ouais, ça c'était pour s'amuser, hein. Mais c'est vrai qu'au départ c'était pour s'amuser, on l'a mis sur un disque, c'était pas obligé non plus, mais bon, c'était naturel. Vous chantez ensemble à la maison parfois? Ouais, parfois. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on récidive parce que vraiment, ça m'avait fait plaisir de le faire. Vous l'avez rayé sur scène avec vous pour plusieurs chansons? Il faudrait déjà commencer à les écrire, on n'en est pas là, mais vous savez, elle a tellement de travail de son côté à gérer cette partie de ma carrière que peut-être pas lui donner ça en plus, je sais pas.
Donc l'actualité, pour conclure, outre l'album, c'est les concerts aussi qui s'annoncent? Ah, absolument, mais l'album est complètement lié, dans le sens où Get Ready, c'est pour moi un album qui compte beaucoup. Je suis en préparation aussi du prochain, c'est-à-dire que j'ai écrit déjà pas mal de titres. Qui sera en français à nouveau? Vous reviendrez au français ou... Écoutez, pour l'instant, je suis dans le français, alors je sais pas. Je pense à un truc à vous dire, ça n'a rien à voir, mais je vais vous le dire maintenant. Il faut absolument, si vous ne l'avez pas vu, aller voir le film La Môme de Edith Piaf. J'ai adoré ce film, je l'ai vu 2 fois, et c'est trop bien. Qu'est-ce qui vous a touché? Ah, c'était bouleversant. Enfin, bah c'est d'abord Edith Piaf que j'aurais tellement aimé connaître. Bah, elle était du même quartier que moi. Hein. Moi, j'ai vécu 20 ans là, Ménilmontant. Et puis, elle avait, pour moi, c'est l'une des toutes meilleures chanteuses au monde par ce qu'elle transmet dans sa voix, par comment elle le porte. Et là, Marion Cotillard a été extraordinaire. Il faut que je lui dise, je vais l'appeler parce qu'il faut absolument que je lui dise. Moi, j'avoue que je ne la connaissais pas bien en tant qu'actrice. Je ne vais pas voir tous les films qui sortent non plus. Mais extraordinaire. Elle restitue la voix d'Edith quand elle parle. C'est assez affolant, quoi. C'est assez... Est-ce qu'il y a une personnalité du spectacle à qui vous pourriez comparer, que vous pourriez comparer à Edith Piaf, de par la personnalité, l'émotion qu'elle... Alors comme ça, là, ça n'a rien à voir, mais je vous le dis, je n'ai pas réfléchi un peu avant, mais Johnny Hallyday et Depardieu. Ouais. Que vous avez d'ailleurs côtoyé à la fin des années 70 beaucoup, vous avez joué avec lui. En 80, ouais. Absolument. Absolument, ça m'avait... Johnny a été... toujours été vraiment fantastique avec moi et c'est pas, on se voit pas toutes les semaines, mais quand on se voit, je pense qu'on sait qui on est et on sait que c'est pas du pipeau, quoi. Voilà, c'est ça l'important. Et ça vient de Ménilmontant, cette expression, c'est pas du pipeau. Mais je revendique, hein, je revendique. Vous avez raison. Ouais. C'est un quartier populaire dans lequel vous retournez de temps en temps ou pas? Oui, je retourne au moins 1 fois par an. Vous avez de la nostalgie par rapport à cette époque? Oui. Je m'en veux de ne pas avoir conservé le tout petit appartement dans lequel habitaient mes parents, qui était un appartement de 43 mètres carrés, mais on était 4 enfants, mais c'était vraiment bien. J'étais dans un immeuble où les gens étaient adorables avec moi, et j'ai passé une enfance très agréable pendant 20 ans comme ça, un bout d'adolescence aussi. Hein, c'était vraiment bien. Alors des fois j'aime bien toucher la porte de mon appartement et des petits détails peut-être qui pour vous voyant ça ne veut pas dire beaucoup, mais pour moi c'est important, quoi. C'est une nostalgie agréable ou douloureuse? Très agréable. L'autre jour j'ai sonné à la porte de l'étage d'en dessous et il y a une voix d'une personne âgée qui m'a dit « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai juste eu à dire « C'est Gilbert ». Et elle m'a ouvert comme quand j'étais petit. Et ça m'a fait craquer. Parce que c'est génial de ressentir des choses comme ça dans la vie. Gilbert, merci beaucoup. Ok. Et à très bientôt. Get ready.